Nous en sommes maintenant au paragraphe 10 du texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières? Un paragraphe à nouveau fort court, comme le paragraphe 9, qui marque effectivement ces deux petits paragraphes, étant en quelque sorte une articulation au sein de l'article de Kant. Le paragraphe 9, en quelque sorte, venant conclure le début du texte. On va le voir avec finalement une vision pessimiste en disant que les Lumières ne sont pas encore advenues. Le paragraphe 10, nous projetant vers la seconde partie de l'article de Kant, nous montrant que l'avènement des Lumières peut se produire, qu'il y a à cela des conditions politiques et que finalement, nous voyons quelques gouvernements en Europe qui sont en train de mettre en place justement les conditions sociétales nécessaires pour que ces Lumières adviennent. Donc nous sommes vraiment à la charnière du texte. Paragraphe 9, je vous le rappelle, Kant s'était posé une question rhétorique. Après avoir longuement défini les Lumières dans les 8 premiers paragraphes, avoir expliqué ce qu'il entendait par lumière, c'est-à-dire les Lumières sont pour Kant ce moment où l'humanité tout entière va enfin être capable de penser par elle-même, où chaque individu va être capable de réfléchir sans être sous la tutelle d'un autre individu, sans être mené par ses désirs ou ses passions, finalement un moment où chaque individu est capable de faire l'usage de la raison, de sa raison pour lui-même. Ce temps des Lumières, Kant nous dit, nous ne l'avons pas encore atteint, puisqu'il y a encore de nombreux obstacles à cela. Il y a encore en de trop nombreux endroits des gens qui se posent comme tuteurs, il y a encore des religions qui dominent, il y a encore des princes qui ne veulent pas justement encore gouverner selon la raison et laisser au peuple des libertés. Donc le paragraphe 9 s'inscrivait dans un mouvement déceptif quand nous disait les Lumières ne sont pas encore advenues, même si pour Kant, finalement, il y a au fond cette conviction profonde et cet espoir, l'idée du progrès de l'humanité, cette idée que de toute façon cet avènement est inéluctable et que finalement les Lumières, la raison va se produire dans l'histoire. Et c'est ce qu'on va voir au paragraphe 10, Kant nous dit, même si nous ne sommes pas encore tout à fait entrés dans les Lumières, Kant va nous montrer qu'il y a des indices qui nous permettent de penser que nous sommes en route vers justement ce temps de la raison. Alors, j'avais dit au paragraphe précédent qu'effectivement, on retrouvait le mécanisme classique chez Kant de l'opposition entre l'individu et le groupe dans le mouvement de l'histoire. On retrouve aussi ici chez Kant un deuxième thématique fort répandue dans sa philosophie, cette idée effectivement de l'espoir porté par des indices qui sont immédiatement visibles. Je vous rappelle que la construction théorique de l'appareil critique chez Kant, hein, la critique de la raison pure qui pose la question du savoir, la critique de la raison pratique, la question de l'agir, et puis cette troisième critique, la critique de la faculté de jugement, qui nous demande si effectivement nous avons des raisons d'espérer, c'est-à-dire si nous avons des raisons de voir aujourd'hui dans notre quotidien des signes que la raison est à l'œuvre et que finalement la raison s'achemine de façon certaine vers justement quelque chose, un avenir qui sera le sien. Eh bien, on retrouve ce mouvement dans le texte Qu'est-ce que les Lumières, qui est pourtant un texte, on va dire, de la première période chez Kant, un texte de jeunesse, hein, puisque c'est un texte 83, je vous rappelle. Donc, justement, Kant va là aussi nous dire qu'il y a de l'espoir et que des signes avant-coureurs s'annoncent. Ces signes avant-coureurs, Kant les voit surtout dans la politique d'un empereur, celui qui règne sur la Prusse à l'époque, c'est-à-dire Frédéric II, l'empereur Frédéric II. Je lis le paragraphe. Toutefois, qu'ils aient maintenant le champ libre pour s'y exercer librement, et que les obstacles deviennent insensiblement moins nombreux, qui s'opposaient à l'avènement d'une ère générale des Lumières et à une sortie de cet état de minorité dont les hommes sont eux-mêmes responsables, c'est ce dont nous avons des indices certains. De ce point de vue, ce siècle est le siècle des Lumières, ou siècle de Frédéric. Alors commençons l'analyse. Au paragraphe 9, Kant avait affirmé que les hommes dans leur ensemble, l'humanité, n'étaient pas encore entrés dans les Lumières. Rebondissement, retournement, hein, je vous l'ai dit, texte charnière, paragraphe 10 charnière du texte, toutefois, donc Kant évidemment va nous dire que si bien évidemment les hommes ne sont pas encore entrés dans ce siècle des Lumières, eh bien ces hommes, ils, hein, le il renvoie ici au paragraphe précédent à cette idée des hommes qui constituent
l'ensemble de l'humanité, qu'ils aient maintenant le champ libre pour s'y exercer librement et que les obstacles deviennent insensiblement moins nombreux, etc., etc. C'est-à-dire que Kant nous dit, aujourd'hui, les hommes ne sont pas encore dans les Lumières, mais finalement, toutes les conditions semblent réunies pour que finalement l'humanité puisse aller vers ces Lumières. Ils ont désormais, les hommes, le champ libre pour s'y exercer librement, s'y exercer, c'est-à-dire s'exercer dans l'usage de la raison. C'est-à-dire que pour Kant, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui pèse sur les individus, qui finalement ferait obstacle au bon usage de la raison. Les hommes sont désormais, normalement, en capacité de penser par eux-mêmes. Ils ne peuvent plus dire qu'un certain nombre d'institutions, d'individus, de tuteurs, etc., pèsent sur eux. Bref, Kant voit dans la société de son époque, quand même, dans la société de son époque, la levée d'un certain nombre d'obstacles à la liberté de la pensée. Et il est vrai que le XVIIIe siècle, de ce point de vue-là, est beaucoup moins oppresseur que n'ont pu l'être, par exemple, le siècle du Moyen-Âge. On se rappelle que le Moyen-Âge a été toujours vécu comme un siècle obscur, hein, par opposition aux Lumières, un siècle dans lequel on pratiquait la torture, le bûcher, l'Inquisition, etc., etc. Et pour Kant, effectivement, quand on voit des politiques libérales au sens propre du terme, c'est-à-dire qui ménagent la liberté des individus, il voit ces politiques libérales commencer à se constituer, et c'est pour lui un bon signe. Donc les obstacles à l'usage de la raison, nous dit Kant, deviennent insensiblement moins nombreux. Et donc, nous dit Kant, finalement, tout ce qui s'opposait à l'avènement des Lumières est en train, finalement, de disparaître. Donc, vous voyez ici que Kant formule de façon très très claire cette idée d'un espoir pour l'humanité dans son ensemble. Les Lumières, nous dit Kant, ne sont pas qu'un idéal impossible à atteindre. Kant nous dit, les conditions étant réunies, nous allons progressivement, au fil d'une histoire qui arrive, nous acheminer vers ces Lumières. Et Kant en profite pour nous rappeler ici, finalement, ce que c'est que les Lumières, eh bien, c'est la sortie de l'état de minorité. Je vous rappelle ce terme qui a été longuement utilisé par Kant au début du texte. C'était la minorité, nous dit Kant, c'est cet état dans lequel se trouve un homme lorsqu'il n'utilise pas sa raison par lui-même, lorsqu'il n'ose pas penser par lui-même, lorsqu'il se soumet aux autres, lorsqu'il écoute l'argument d'autorité qui viennent d'individus qui sont finalement ses supérieurs, ou quand l'homme refuse d'écouter sa raison et préfère suivre ses désirs, ses passions, etc. Bref, l'état de minorité, c'est cet état qui s'oppose à la majorité, c'est-à-dire cet état dans lequel nous ne pensons pas encore par nous-mêmes, alors que l'état de majorité, c'est ce moment où nous osons finalement prononcer la formule socratique: connaît-on à toi-même, connaissons ce que nous racontons, assumons ce que nous disons, cherchons des preuves, des démonstrations, et finalement ne suivons pas les opinions les plus ordinaires. Et Kant nous rappelle aussi que finalement, les hommes sont eux-mêmes responsables de cet état de minorité. C'est ce qu'il avait longuement expliqué au paragraphe 1 et 2, en nous rappelant que si les hommes finalement ne sont pas entrés en majorité, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'affronter leurs propres pensées, ils n'ont pas eu le courage de renverser les opinions, leurs désirs ou leurs passions. Bref, pourquoi Kant prend le soin de rappeler ici ? Bien parce qu'à partir du moment où vous dites que les obstacles sont levés, il est bien évident que désormais, la seule chose qui peut empêcher l'avènement de ces lumières, nous dit Kant, c'est le courage collectif. C'est-à-dire, Kant nous dit, quand encore pesait sur nous une oppression, un état oppressif, quand il y avait au-dessus de nous finalement la menace d'un bûcher, de la torture, etc., que nous n'osions pas agir dans le sens de la raison, pouvait se comprendre, dit Kant. Mais à partir du moment où désormais nous sommes face à des systèmes politiques, à une époque beaucoup plus libérale, Kant nous dit, désormais, si nous n'entrons pas dans cet âge des Lumières, c'est parce que nous n'osons pas le faire, nous n'avons pas le courage. Et je rappelle encore une fois la fameuse maxime des Lumières selon Kant, sapere aude, ose savoir, ose faire ce pas vers le savoir. Et donc Kant nous dit, vous voyez, nous avons des indices certains. Voilà. Alors encore chez Kant cette idée de dire nous pouvons lire aujourd'hui dans l'histoire que nous voyons aujourd'hui les traces de finalement cet avènement futur de la raison sur la Terre. Il y a un mouvement de l'histoire à l'œuvre, nous pouvons nous en conforter en regardant l'expérience actuelle. Donc Kant fait partie, finalement, je vous le disais, de ces historiens qui, à la fin du XVIIIe siècle, inventent cette idée du progrès et de cette idée d'une histoire finalisée. Et vous voyez que Kant prétend,
en historien, voir dans l'époque actuelle, justement, des indices de ce qui se passera demain. Alors je vous renvoie au cours sur l'histoire pour réfléchir à cette question de est-ce que c'est là le rôle de l'historien justement d'anticiper sur le futur? Est-ce que la compréhension du moment présent ou du moment passé nous permet véritablement d'anticiper sur ce qui viendra demain? En tout cas, c'est comme cela, en tout cas, que Kant conçoit l'histoire. Il la conçoit comme un objet philosophique qui porte d'un bout à l'autre trace finalement de la raison. Et Kant nous dit, si nous trouvons aujourd'hui les premiers indices d'un avènement de la raison, alors cela semble dire que demain, effectivement, le progrès sera en route et demain la raison s'affirmera de façon encore plus évidente. Et du coup, Kant conclut en disant, eh bien, finalement, les gens qui, à mon époque, ont appelé cette époque celle des Lumières. Je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de philosophes, par exemple en France, mais aussi en Allemagne, qui se revendiquaient comme philosophes des Lumières. On pense en France à Diderot, d'Alembert, Rousseau, etc., etc. Bon, tous ces penseurs se réclamaient du siècle des Lumières. Et bien là, Kant leur donne raison en disant, au vu de ce que je viens d'annoncer, nous sommes bien au début d'une ère de liberté, donc au début d'un moment où la raison va pouvoir s'affirmer, nous sommes donc bien au début des Lumières, et donc Kant nous dit, nous avons, à juste titre, appelé le siècle dans lequel nous sommes en train de vivre, le siècle des Lumières. Donc Kant nous dit, ça ne veut pas dire que nous y sommes, les Lumières sont encore très loin devant nous, il y a très peu de population à l'époque de Kant qui est suffisamment cultivée, suffisamment courageuse pour penser par elle-même, mais Kant nous dit, finalement, ce siècle commence aujourd'hui parce que tous les outils sont à disposition, et si finalement les gens, bref, ont le courage d'affirmer leurs pensées, alors plus rien, plus aucun obstacle ne se dressera devant eux et ne les empêchera de s'acheminer vers la raison. On ne reviendra pas ici dans un commentaire très large sur le degré d'illusion dans lequel se met ici Kant. J'avais, dans l'analyse de paragraphe précédent, rappelé combien l'histoire, finalement, nous a appris qu'il n'y a pas de devenir raisonnable de l'histoire, combien finalement les errances de l'humanité nous ont par moments replongés dans une barbarie extraordinaire qui n'a pas de justification du regard de la raison. Mais vous voyez que Kant est vraiment à ce moment-là dans une idéologie du progrès, dans l'idée que l'histoire a une finalité et que ce qui commence à son époque pour Kant ne saurait plus s'arrêter désormais. Et évidemment, Kant finit en disant c'est le siècle des Lumières parce que c'est le siècle de Frédéric. Alors, comme à chaque fois dans ce texte, on peut se demander si cette adresse que fait l'auteur en direction de l'empereur de Prusse, l'empereur Frédéric II de Prusse, on peut se demander s'il s'agit, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, d'un compliment visant à se protéger de la censure, s'il s'agissait d'acheter les bonnes grâces du prince, etc. Je vous rappelle qu'à peu près la même époque, Kant avait obtenu justement une place de vice-bibliothécaire donc, au service de la Bibliothèque royale et que ce poste lui avait été octroyé comme une faveur. Et donc probablement que Kant était quelque part aussi un peu un courtisan qui avait une carrière à mener au sein des universités et que sans doute il était de bon ton dans ce cas-là de flatter un tout petit peu l'autorité supérieure de l'État. Mais c'est bien sûr un aspect qui a dû jouer, comme dans beaucoup de textes de cette époque, mais il y a au fond une conviction aussi profonde chez Kant que Frédéric est véritablement un empereur qui correspond à ce que Kant appelle les Lumières. Alors pourquoi Parce qu'il faut revenir sur le personnage un peu historique de l'empereur Frédéric II de Prusse. Alors on a beaucoup enjolivé sa légende, on a beaucoup fantasmé autour de sa vie, mais il est vrai malgré tout que Frédéric II était un empereur qu'on peut qualifier de libéral. Notamment d'un point de vue religieux, Frédéric II a ménagé une place à toutes les religions, y compris des religions qu'il n'appréciait pas beaucoup, comme la religion catholique. D'un point de vue privé, Frédéric II était radicalement opposé à la religion catholique, mais il y aura pourtant ménagé largement une place au sein du royaume de Prusse. Il a eu donc un comportement plutôt libéral en direction des religions, à l'exception peut-être de la religion juive qu'il a tenue à l'écart. Donc ça, pour Kant, c'est une bonne chose. Et notamment, Frédéric II avait des formules en matière de religion, des formules très très libérales pour l'époque. Par exemple, une des formules de Frédéric était de dire, ouvrez les guillemets, chacun doit pouvoir trouver le salut comme il le souhaite, qui, vous le voyez, est une manière de renvoyer justement à une liberté de pratique confessionnelle,
Frédéric II estimait que les citoyens de Prusse pouvaient choisir la religion qu'ils voulaient, qu'il n'y avait pas finalement à vouloir imposer une religion d'État, etc., etc. Ce sont évidemment des formules qui plaisent beaucoup à Kant. Et d'un point de vue des savoirs, Frédéric II a été un amateur et un amoureux des sciences et des arts. Il a fondé des académies de sciences sur son territoire. Il a laissé une libre parole aux chercheurs de son époque. Donc là aussi, Frédéric II a montré une forme de libéralisme en direction du savoir, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas très original. Beaucoup de rois, y compris en France, laissent une grande place dans les salons à la liberté scientifique. On est loin maintenant de la question galiléenne. L'Église elle-même a compris qu'on ne pouvait pas contester le savoir scientifique. Donc on est là, Frédéric finalement est aussi libéral, mais là, il n'est pas très original. En matière politique, pour le coup, Frédéric est plus avancé que la plupart des monarques de son siècle. Frédéric, notamment, n'est pas un empereur despotique. Une anecdote est restée célèbre. On raconte que Frédéric voulait étendre son domaine personnel, agrandir les jardins de son château, mais pour cela, il avait la nécessité de venir, en quelque sorte, prendre le moulin qui se trouvait sur le terrain d'à côté, et il en a parlé au meunier en lui disant je vais sans doute confisquer votre moulin au nom du pouvoir royal. Et le meunier qui possédait le moulin avait répondu à Frédéric, vous ne le pourrez pas parce que nous avons des juges à Berlin. Autrement dit, vous le voyez, ça veut dire qu'un citoyen à l'époque de Frédéric II n'a pas peur de l'empereur Frédéric parce qu'il pense que la justice que l'empereur Frédéric a mis en place, finalement, donnera raison aux citoyens plutôt qu'à l'empereur. Et l'anecdote est restée célèbre parce qu'on raconte qu'à la suite de ça, Frédéric avait renoncé à ses prétentions sur le fameux moulin, il avait laissé le meunier tranquille. Mais c'est effectivement, même si l'anecdote n'est pas vraie, elle est belle. Elle signifie que nous étions dans un État sous Frédéric dans lequel la séparation des pouvoirs fonctionnait à plein, c'est-à-dire qu'un empereur qui a le pouvoir exécutif ne se mêlait pas du pouvoir judiciaire et du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne se considérait pas, l'empereur ne se considérait pas comme au-dessus des lois. Donc c'est pour toutes ces raisons que vous voyez, Kant estime que Frédéric II est un modèle d'empereur, c'est un empereur libéral qui donne une grande liberté à ses citoyens, qui leur permet justement d'agir en direction de la raison. On verra que Frédéric II n'est pas pour autant un démocrate, on en discutera, mais je vous rappelle que Kant est quelqu'un qui veut concilier la raison et l'ordre. C'est la fameuse distinction qu'il a établie entre l'usage privé et l'usage public de la raison. Pour Kant, être un bon dirigeant, ça ne veut pas dire qu'on tolère tout, ça veut dire qu'on laisse dans le débat public les gens s'exprimer, on ne pratique pas la censure, même si on leur demande, en tout cas en tant que citoyen ou en tant que fonctionnaire, d'être finalement au service du bien commun, et donc dans ce cas-là, simplement d'obéir.